Bonjour, rebonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Carte sur table avec Doucan. On va vous parler de la fraude sociale. La fraude sociale. La fraude fiscale, chacun voit à peu près ce que c'est. Mais la fraude sociale, il y en a de différentes sortes. Ça peut être les entreprises, par exemple, qui ne déclarent pas un salarié. Ça, c'est de la fraude sociale. Vous cotisez pas sur ce salarié. Ça peut être aussi des particuliers qui touchent des prestations sociales alors qu'ils n'y auraient pas droit normalement. J'accueille l'une des spécialistes du sujet. C'est Nathalie Goulet. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Sénatrice de l'Orne, membre de la commission des finances au Sénat. Et Nathalie Goulet qui me le disait avant que nous reprenions l'antenne. C'est l'Arlésienne. Vous êtes d'accord avec moi? J'en parlais en début d'émission. On a l'impression depuis, pour ma part, un peu plus de 20 ans que je suis la vie politique, que tous les 6 mois, il y a un ministre qui arrive et qui dit « Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je vais faire un projet de loi contre la fraude fiscale, la fraude sociale. » Même M. Attal, je me souviens, quand il était à Bercy au budget. Et on va régler le problème. OK. Eh ben, le problème, c'est 14 milliards d'euros en 2025. Voilà. Je me souviens plus par cœur des chiffres, 24, 23, mais... Estimation juste, 13-14 milliards. Ça fait augmenter. C'est 14 milliards d'euros en 2025. Voilà. Donc, Madame la sénatrice, je voudrais vous interroger d'abord sur cette idée qui a été exprimée ce dimanche dans la presse par le ministre du Travail, Monsieur Farandou, Jean-Pierre Farandou. Il dit... on va faire un texte parce que voilà, il y a un nouveau projet de loi qui arrive à l'Assemblée en février. Vous, il est déjà passé chez vous au Sénat. Et dans le projet de loi, il dit moi, ce que je vais faire, c'est que les fraudeurs, ceux qui font de la fraude sociale, on parle des particuliers là, pas des entreprises, je leur coupe les allocs. Voilà. Dès qu'il y a une suspicion. Suspicion de fraude, on coupe les allocs. Alors, bonne ou mauvaise idée? On a essayé de le faire déjà depuis longtemps. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun espère le grand soir. Et au lieu du grand soir, on a des petits textes, on fait une espèce de mi-cadeau, on vote un petit texte par-ci, un petit texte par-là. Parce que comme la fraude sociale, ça choque, parce que vous avez des tas de gens qui vous disent la fraude sociale, c'est une indignation de droite, la fraude fiscale, c'est une indignation de gauche. Mais en réalité, c'est de la fraude, et dans tous les cas, le contribuable est cocu. Donc, en toute hypothèse, on a quand même intérêt à travailler les deux sujets, parce que dans la fraude sociale, il y a aussi les entreprises, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'URSSAF, c'est entre 8 et 10 milliards quand même. Quand vous avez des chefs d'entreprise qui payent leurs cotisations et d'autres qui ne les payent pas de 8 à 10 milliards, c'est quand même un gros trou dans la caisse. Et un problème de concurrence. Et aussi, évidemment, du dumping sur le BTP, la restauration, etc. Donc, on explique, c'est pour les gens qui nous regardent. Celui qui ne paye pas ses cotisations, forcément, son coût du travail il est plus faible que celui qui joue le jeu, celui qui est réglo. L'URSSAF a resserré un petit peu les choses. Aujourd'hui, quand vous êtes donneur d'ordre et que vous avez des sous-traitants, vous portez fort pour vos sous-traitants. C'est-à-dire que vous devez vérifier qu'ils n'emploient pas de la main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment. Mais en fait, ce que vous nous dites, Madame la sénatrice, c'est que ce projet de loi qui est déjà passé chez vous, il va être examiné par l'Assemblée nationale. Donc on s'inquiète toujours, parce que nous aussi. Dans l'état où elle est depuis 2024, on ne sait pas trop où ça peut atterrir, mais enfin, il va être examiné. Vous dites... Ça ne changera rien au public. Non, il y a des améliorations. Le premier problème, c'est l'échange de données. Les administrations n'échangent pas entre elles les données. Donc, si vous voulez, ça fait évidemment des trous dans le dispositif. Donc, chaque fois qu'on ajoute un échange de données entre deux administrations, on améliore la connaissance et on améliore la visibilité, etc. Vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît, Madame la sénatrice, parce que les gens ne vont pas vous croire. Je vais vous dire. Il n'y a pas de lien entre le service des étrangers et les organismes de sécurité sociale. Absolument. Vous avez un travailleur américain, canadien, suédois, norvégien, ce que vous voulez. Il vient en France, il a un contrat de travail, il a un titre de séjour, il a une carte vitale. Son contrat de travail se termine. Son titre de séjour expire, ça ne désactive pas sa carte vitale. Parce qu'ils ne se parlent pas. Donc le service des étrangers n'est pas capable de dire à la Caisse nationale d'assurance maladie, celui-là, on arrête de l'assurer. Et les organismes de sécurité sociale ne regardent pas les fichiers des étrangers en France, qui sont des étrangers qui sont arrivés légalement, etc., dont la situation est modifiée en cours de route. Et comme ça, vous avez à peu près 2,5 millions de personnes. Le dernier rapport de l'Institut... 2,5 millions de personnes de l'inspection générale dit qu'on a de toute façon 500 000 personnes dont on ne peut pas justifier de la situation et qui continuent à bénéficier des prestations. Et dont on paye les frais de santé. Nous tous collectivement. Bien sûr. C'est pourquoi il y a un double problème. Sur les
cotisations et sur les prestations. Voilà. Bah oui. Sur les cotisations, souvent c'est les employeurs, il faut le dire, mais bon, avec d'autres complicités. Oui, il y a des fraudes multiples. Sur les prestations, là, vous pouvez avoir les professionnels de santé, les mauvais comportements, vous pouvez avoir aussi, dans certains cas, les entreprises, mais vous avez des gens qui viennent gruger la caisse de communauté. Et effectivement, c'est pas tant le contribuable qui est cocu que le salarié, parce que les cotisations sociales, elles abondent non pas les caisses de l'État, mais le modèle social français. Il faudra pas se plaindre après si on n'arrive pas à financer l'assurance maladie et l'assurance retraite. Et l'exemple que vous donnez, pardon, il est quand même extrêmement frappant. C'est si compliqué que ça informatiquement en 2026 de dire bah voilà, les fichiers on les fusionne par exemple et puis non, c'est facile à faire, non? On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais il y a aussi la dette hospitalière, oui, qui est par un autre exemple. sujet. Vous avez des gens qui arrivent en France qui se cassent la jambe à Courchevel. Oui. Bon. Ils peuvent pas, ils se font réparer forcément, ils se font plâtrer. Ils arrivent à l'hôpital, je sais pas où, Moutier, je crois, enfin, je sais pas bien, voilà. Et donc, et on leur dit mais ça c'est ZZ épouse X. Ça rentre pas dans les cases, on peut pas prendre votre carte, et puis en plus vous n'êtes pas assuré, donc on prend leur carte d'identité, enfin leur passeport, ensuite on envoie au consulat, alors vous imaginez à Houston, Texas, le type il va recevoir un lien France Connect, déjà nous on n'y comprend rien, donc le type à Houston, il est là, bon, et après, non mais c'est 150 millions quand même, 150 millions, et de gens qui veulent payer mais qui peuvent pas. Voilà. Non, mais c'est une histoire de fou. Et donc après, pour les gens qui ont besoin d'un visa, ils vont avoir un red flag parce qu'ils ont une dette hospitalière en France, qu'ils sont incapables d'un foutu de payer parce que l'hôpital n'a pas pu prendre leur... Donc ça c'est le genre de choses qu'il faut régler. Si vous voulez, avant de taper sur le contribuable, il faut d'abord taper les fraudeurs. Et puis il faut régler ce genre de problème. Oui, allez-y, Stéphane. Non, mais attendez, sur les allocs là alors. Parce que l'idée quand même de couper les allocs, celui qui fraude les prestations sociales... Suspicion. Ah, alors c'est là le problème pour vous. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est l'ambiguïté de la suspicion. Moi, la suspicion ne doit pas conduire à couper immédiatement à des familles démunies qui en ont réellement besoin. C'est au moment de la condamnation, au moment des faits avérés, moi je suis favorable à ce soit coupé. Mais au moment de la suspicion, c'est trop subjectif. Dans ce cas-là, un chef d'entreprise, on le suspecte de frauder, on coupe tout. Ça fonctionne pas. Et je vais donner un exemple. D'ailleurs, pour les chefs d'entreprise soupçonnés de fraude, le texte de loi prévoit de geler les comptes. Oui, mais j'aimerais apporter quelques précisions sur les chiffres que vous citez de la fraude sociale. Il y a la fraude avérée, volontaire, je ne déclare pas le salarié et je ne cotise pas et je m'en affranchis. Et puis il y a une deuxième qui est considérée comme une fraude, et je vais illustrer. Vous embauchez un travailleur indépendant, les auto-entrepreneurs. L'URSSAF aujourd'hui, dans mon secteur du CHR, l'hôtellerie, la restauration, considère systématiquement que c'est du travail dissimulé. Et donc ouvre à cotisation. Donc il y a ceux qui fraudent volontairement, et ceux-là, vous avez raison, il faut les chasser, mais il y a aussi le droit. Et le droit qui n'est pas clair pour nous les entreprises. Et dans les chiffres que vous citez de la fraude, qui fraude le plus ? C'est les tout petits. C'est ceux qui sont le moins bien équipés, soyons clairs. Bon. C'est pas les grandes. Alors, réponse. Les grands groupes. Non. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de grade de RSA, là. On parle de fraude en réseau organisé. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont été arrêtés cette semaine, notamment dans le BTP, avec un système, notamment pour ce qui concerne l'URSSAF, qui sont les entreprises éphémères, c'est-à-dire des entreprises qu'on constitue uniquement pour collecter de la TVA et jamais la récupérer. C'est que 25 milliards, hein, c'est pas grave, c'est 25 milliards par an. C'est de la fraude fiscale, c'est les carousels de TVA. C'est le carrousel de TVA, c'est un grand classique. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui collectent de la TVA en fait pour le compte de l'État, mais qui ne la restituent jamais, qui disparaissent avant de la restituer. C'était l'affaire du carbone. Voilà. Qui est la plus retentissante en la matière. Mais ça continue, c'est 25 milliards par an. Alors il n'y a rien à faire, on n'arrive pas. Pardon. Oui, lorsque moi je paye une facture, en fait, le problème de ce que Madame énonce, c'est que l'entreprise initiale qui mandate est responsable. Bien sûr. Et moi je préfère, je vais vous dire un truc, sur les TPE. Mais vous me prenez tout de suite ma TVA et foutez-moi la paix. Mais bien sûr. Foutez la paix au chef d'entreprise. On demande la liquidation, mais bien sûr. Moi, reversez-moi simplement. Là, ça devient un peu technique. Il faut vraiment qu'on se pose et qu'on explique bien là aux gens de quoi on parle. Alors allez-y Stéphane. Sur une facture, on va dire 100 €. Ouais. On va considérer qu'il y a une TVA à 20% pour faire simple. Il y a 80 € qui vont pour l'entreprise et je collecte 20 € pour l'État. Ensuite, vous reversez. Enfin, on est en 2026. D'accord. Pourquoi vous prélevez pas tout de suite ? On est capable de prélever des pourboires. Pourquoi vous prélevez pas tout de suite l'argent de l'État ?
directement sur la transaction de carte bleue. Et je vous assure qu'on n'en parlera plus de la fraude. Ça y est, moi, je le pas souhaite. Ça y est pas, ça dans le projet de On n'arrive loi. pas à avoir la liquidation immédiate. Parce qu'en réalité, le problème, il est aussi avec les C'est la entreprises solution. internationales. Oui. Puisque quand vous avez du commerce intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté, vous n'avez pas la TVA. La TVA, elle arrive Ça, qu'après. c'est mineur, ça. Et c'est là. Ah non, bah c'est non. 25 milliards. Enfin non, pardon, vous avez raison. Ah ben non, mais pour le quotidien, Oui. on peut déjà régler. J'entends le sujet de la TVA intracommunautaire que vous soulignez. TVA intracommunautaire, je suis en France, j'achète un produit en Allemagne, je l'achète hors taxe puisque je ne paye pas la TVA. Il suffit que je fournisse mon numéro de TVA intracom. Bon, ça marche sur l'Europe. Pourquoi ça ne marcherait pas tout Alors, ce qu'on simplement a prévu, en c'est la France suspension du numéro de TVA intracommunautaire, justement. C'est la suspension du Celui numéro. qui fraude, il est ensuite... Il n'y a plus de numéro de de TVA Non mais intracom. attendez, parce qu'il ne faut pas non plus je pense qu'on devienne trop technico-technique, mais Madame la sénatrice, vous dites, en fraude à la TVA, il y en a encore pour 25 milliards tous les ans. Oui. Comment se fait-il? C'est pas social, ça, hein, c'est Non, fiscal. ouais, enfin, C'est oui, les oui, deux. Ah oui, non, oui, non, oui, c'est oui, oui, fiscal. oui, oui, Fiscal. puisque l'entreprise Ouais. est préceptrice. Ouais. Perceptrice. Est-ce que, comment se fait-il, pardon, que nous ne parvenions toujours pas à endiguer un tel manque à gagner? Alors, nos petits camarades européens ont tous un logiciel de détection précoce. Oui. Les Belges sont là-dedans les meilleurs. C'est les meilleurs. Oui, mais c'est aussi les plus concernés. C'est quoi un logiciel de détection précoce? C'est-à-dire qu'il y a des indices de ce que l'entreprise va disparaître. Il y a des secteurs particuliers, notamment le BTP, mais pas seulement, où sont des secteurs de fragilité. Bon. Et donc, il y a un certain nombre d'indices, de risques, etc., qui permettent d'avoir un logiciel de détection précoce, comme des détections pour les gens qui fument trop, qui mangent trop, etc. On sait que vous allez peut-être avoir une maladie. Eh ben, c'est pareil pour ce secteur des entreprises. Et nous, on n'applique pas, on n'a pas le même logiciel, ce qui serait un peu dommage. Gérald Darmanin, au budget, C'est avait un décidé exemple. qu'on en faisait un On ne autre. peut pas acheter le logiciel des Belges? Ah mais non, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus intelligent. On a le Minitel. Et voilà. Et donc, on ne peut pas faire ça. C'est zézette et pousif, la même chose que tout à l'heure. Non, mais très sérieusement, on a des sujets comme ça qui sont aussi des sujets d'équipement et de logiciels. Et ça nous coûte quand même un pognon de dingue. Madame la sénatrice, Bon, je vais vous alors, donner une attends, solution. attendez, ça s'appelle Stéphane, le coût du travail. D'un mot, hein. Fracasser le coût du travail, il n'y a plus de fraude sociale. C'est possible. C'est une certitude. Mais il y a quand même des entreprises, enfin, il y a quand même des réseaux. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la Oui. fraude sociale, c'est Alors. pas une fraude de pauvres. C'est une fraude en réseau organisé. C'est criminel. C'est vraiment... Ce sont des réseaux criminels. C'est des réseaux criminels Faut le qui dire. utilisent. On n'est pas. Nous, on a fait une enquête en 2019 à la demande d'Édouard Philippe. On a fait une commission d'enquête là-dessus et une mission particulière pour le gouvernement. C'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau organisé. Et en plus, il y a un autre problème, c'est les gens qui collectent pas. Qui vont pas chercher les prestations auxquelles ils ont droit, ça s'appelle le non-recours, et ça c'est gravissime, parce que le contrat social, c'est d'aider les gens qui en ont besoin, pas d'aider les fraudeurs. D'où la proposition d'un guichet unique Bien sûr. pour les allocations Mais bien sûr. sociales Bonne diverses idée. et variées. Et Bien sûr. la victime, c'est tout le monde. Bien sûr. C'est le contribuable. Bien sûr. C'est le contribuable est bien souvent les plus démunis de nos concitoyens. Leur seul patrimoine, c'est justement notre modèle social. Et les fraudeurs, au fond, Mais parce que tapent à l'État, coups de piocher Et parce- dans le modèle social français. mais parce que l'État a fait le choix de fracasser le coût du travail dans ce pays, d'avoir une fiscalité très lourde. Et plus vous avez un coût du travail qui est élevé, plus vous avez des Et plus vous avez des lois explosées, et Bien plus on sûr. fraude, parce que le système est trop complexe. Merci beaucoup à Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, spécialiste des questions de fraude sociale. On a pu le constater. Vous êtes, Madame la sénatrice, la bienvenue Merci à vous. dans Carte sur table avec Doucan. Il est 11h.